Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Avec Amélie de Montchalin, notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre chargé des comptes publics. On va parler, avant de parler budget, Amélie de Montchalin, nous allons parler de la sécheresse, de la canicule et des conséquences budgétaires de la sécheresse. Ça a un coût, la sécheresse et la canicule. Est-ce qu'on arrive à chiffrer combien, par exemple, coûte cet épisode que nous sommes en train de vivre ? Je vais vous répondre, Jean-Jacques Bourdin, mais je voulais peut-être, puisque je sais que c'est la fin de la saison, vous dire quelque chose de personnel. Ah bah, ça me fait plaisir. Je me souviens de septembre 2018. J'étais une très jeune députée de l'Essonne. Je m'occupais déjà des finances publiques. Et vous m'aviez invité pour que je vous raconte ce qu'on faisait à l'Assemblée. Oui. Et ça a été une interview très marquante. Alors je comprends qu'il est possible que je ne revienne pas dans ce studio être interrogé par vous. C'est sûr, c'est certain. Mais je voulais vous remercier parce que je pense que vous avez donné et vous avez ouvert votre micro à une nouvelle génération. Et vous nous avez, et je crois que vous avez aidé le débat démocratique en faisant des questions toujours justes. Et donc avant de commencer à vous répondre sur vos questions exigeantes et justes, je voulais vous dire que voilà, il y a des choses qu'il faut marquer. Et donc, merci pour ça. Ben, merci pour vous, parce que ça me touche. Franchement, ça me touche. Et je me souviens d'ailleurs de cette interview. J'avais dit qu'il fallait pas gérer la France à la petite semaine. Vous voyez qu'on en est toujours un peu là. Comme quoi, on en est toujours. Dites-moi, c'était en 2018. Septembre 2018. On est en 2025. J'ai retrouvé ça dans mes archives. Vous avez retrouvé ça dans vos archives. Exactement. Non, pour répondre à votre question, en fait, vous savez, quand on est ministre du budget, et c'est mon cas depuis maintenant un peu moins de 6 mois, la ligne que je me suis fixée et que nous nous fixons avec Éric Lombard et avec le gouvernement, c'est de gérer le pays quoi qu'il arrive. En fait, si vous regardez depuis... Pas quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il arrive. Et si vous regardez, moi j'ai été nommé, on m'a appelé, et c'est un honneur de servir son pays, le 23 décembre dernier. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est d'abord passé 2 mois où on n'avait pas de budget. Il a fallu trouver un compromis. Ensuite, il s'est passé la très grande crise collective de Donald Trump qui dit à Zelensky, au fond, débrouillez-vous avec les Européens. Et notre alliance militaire qui était mise en question. Ensuite, il s'est passé les annonces de Donald Trump sur la guerre commerciale. Ensuite, il s'est passé, qui là aussi remettent en cause notre équation budgétaire, notre équation économique. Ensuite, il s'est passé les frappes d'Israël sur l'Iran. C'était il y a même pas 1 mois. Et aujourd'hui, on a ce choc climatique. Ça veut dire quoi ? Soit on pense qu'on est dans un monde de certitude, où on écrit une prévision et tout se déroule comme prévu. Et en fait, on voit que ça marche pas et que c'est pas vrai et que si on gère le pays comme ça, alors on met en danger le pays. Soit on se dit qu'on gère le pays avec une vision qui est de celle de faire face, quoi qu'il arrive, aux crises, pour les Français, pour les protéger. Et que notre équation budgétaire, elle est évidemment discutée au Parlement à la fin de l'année, mais qu'il faut qu'on ait des outils en permanence pour nous adapter et pour assurer l'essentiel pour les Français, leur sécurité, leur santé, le soutien à l'économie. Et donc c'est ça que j'ai d'abord à vous dire sur cet épisode extraordinaire et qui va malheureusement, on le sait, se répéter parce que les scientifiques nous le disent. Et ça a un coût. Ça a un coût économique, ça a un coût humain. Est-ce qu'on peut chiffrer, par exemple ? Est-ce qu'on peut chiffrer sur... J'ai vu, il y a des études, on fait des calculs, on divise ça par le nombre de Français. On chiffrera, entre guillemets, après. Ce qu'on voit, c'est que oui, ça a un coût sanitaire dans les hôpitaux. Oui. Ça a un coût humain. Moi, je veux penser à ces hommes et ces femmes. Hier, on a eu des décès d'hommes et de femmes qui font des métiers exposés. Oui. Et donc, ça a un coût humain. Ça a un coût économique parce que vous voyez bien qu'on ralentit l'activité, que on va moins vite sur les routes, qu'il y a moins de transport. Et donc, ça a un coût. Et en fait, le changement climatique, on le sait. Il faut qu'on y fasse face parce que si on ne fait rien, ça nous coûtera plus cher. C'est d'ailleurs pour ça que le président de la République, depuis des années, se bat pour dire que l'écologie, c'est pas une lubie de militants. C'est une décision, c'est une cause existentielle pour nous tous. Bien. 3 345 milliards de dettes. Milliards d'euros de dettes. Dernier chiffre. C'est plus aujourd'hui. On doit être à 3 350 peut-être. Je ne sais pas. Enfin, peu importe. La dette augmente inexorablement. Jusqu'à quand va-t-elle augmenter ? Jusqu'à le moment où nous devons absolument faire en sorte que la tendance s'inverse. C'est quand cette date ? C'est 2029 au plus tard. Nous travaillons... C'est-à-dire que la dette va augmenter jusqu'en 2029 ? La dette dans le PIB, c'est-à-dire la dette rapportée à notre richesse, telle qu'on est parti, et ça je veux le dire aux Français pour qu'on comprenne bien pourquoi on doit et on va présenter, et le Premier ministre va présenter, un plan qui est un plan de redressement des comptes, et que les gens comprennent bien qu'est-ce qu'on cherche. On cherche à ce que justement cette dette,
elle arrête de nous coûter de plus en plus cher, qu'elle arrête de peser de plus en plus sur notre économie. Donc d'abord, il faut réduire le déficit pour que ça stabilise, puis que ça baisse la dette. Et j'ai un chiffre à vous donner, Jean-Jacques Bourdin. On parle, vous savez, beaucoup des fameux 40 milliards. Oui. 40 milliards d'économies qui veulent en fait pas dire grand-chose pour les Français, parce que c'est des chiffres d'économistes qui sont très difficiles à comprendre. Mais il y a un chiffre, par contre, qui est sûr, certain. C'est que d'ici à 2029, vu la dette qui existe aujourd'hui, nous allons augmenter notre charge d'intérêt, ce que nous allons verser à nos créanciers, de 40 milliards. C'est-à-dire qu'entre aujourd'hui et 2025, ce qu'on verse, des charges d'intérêt à nos créanciers, à nos banquiers, à nos financeurs, 40 milliards. En 2029, ce sera 100 milliards. Et pourquoi moi je me suis engagé, et je suis engagé, et on va le faire avec le compromis, on va le faire avec le dialogue, on va le chercher un accord sur ce sujet, c'est que pour moi, il est inacceptable de se résigner à l'idée que notre futur français, c'est que chaque année, quand on prélève des impôts, on en donne de plus en plus, au fond, à des acteurs, à des financiers, à nous-mêmes aussi, parce qu'il y a aussi des retraités qui ont acheté la dette française, et des Français qui ont aussi explosé. Mais est-ce qu'on veut investir dans nos services publics? Est-ce qu'on veut investir dans notre défense, dans notre justice, dans notre police, dans notre santé? Ou est-ce qu'on veut payer nos créanciers? Et les 40 milliards qui, moi, m'obsèdent, c'est la conséquence de ce que vous venez de dire. Quand arrêtons-nous d'augmenter notre dette et comment faisons-nous pour que l'argent que nous mettons dans nos impôts, il aille dans nos services publics plutôt que dans notre dette? Bien. Alors j'imagine que le budget 2026 sera construit autour de cette réflexion. C'est même d'ailleurs le Premier ministre vous le dit, dit aux Français depuis des mois. Et c'est bien autour de ça que nous travaillons. Le Premier ministre qui va bientôt présenter ses grandes lignes, les grandes lignes de ce budget d'ici une quinzaine de jours. Quel jour précisément? Autour du 15 juillet. Mais autour du 15 juillet, le 15 ou le 16 juillet. Quoi. Je ne vais pas vous donner l'heure. Pas avant. Il a toujours dit que ce serait autour du 15 juillet. Donc ce sera autour du... Vous avez la date? Nous y travaillons et je serai, vous savez, le Premier ministre parlera quand il faudra parler. Bon, d'accord. Et le 11 juillet, à partir du 11 juillet, vous rencontrerez... Non, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui. Jusqu'au 11 juillet. Alors. Exactement. Vous allez rencontrer tous les partis politiques. Tout à fait. Divers et variés. Bon, alors, on va entrer dans le détail. Parce que j'ai vu des chiffres donnés notamment par l'Institut des finances publiques, qui est proche de Bercy. Politique publique. Oui. Alors, dites-moi, premièrement, est-ce qu'il y aura une hausse de la CSG? Attendez. Avant, vous avez parlé du fait qu'on reçoive les forces politiques. Oui. Pourquoi on les reçoit? Oui. Parce que on est depuis 2022 dans une situation où on n'a pas de majorité absolue. Et nous savons, et nous voulons avoir un compromis sur ce budget. Nous ne voulons pas du blocage. Regardez ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Tous les mois, maintenant, toute la France vit sous le couperet de ces menaces de censure. Ça a un effet... Mais ça n'intéresse plus personne, ces motions de censure. Alors, pardon, mais comme celle d'hier. Ça a intéressé qui? C'était la 8e motion de censure depuis... Mais ça a un effet, vous savez, qui est dramatique. Si vous écoutez les chefs d'entreprise, si vous rencontrez les Français, il y a un attentisme énorme parce que les gens disent « Ouh là là, on ne sait pas quand, tout ça va tomber ». Et moi, je vois bien que la stabilité politique qu'on recherche, c'est pas l'immobilisme, c'est la condition pour les Français d'avoir des projets. Mais l'instabilité politique, elle découle de quoi? D'une dissolution du président de la République. Depuis 2022, nous n'avions pas la majorité absolue. Oui, mais quand même. Et nous sommes dans une situation où nous avons un devoir. C'est qu'il faut un compromis. Et pour faire un compromis, la première chose, c'est que vous écoutez les gens avec qui vous allez faire un compromis pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent pousser, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Et donc ça commence aujourd'hui. Nous allons écouter tout le monde. Et moi, mon objectif, c'est que les idées qui peuvent faire compromis, nous les écoutions et nous les valorisions et que nous les mettions in fine dans le budget. Bon, donc c'est pas encore écrit totalement. Amélie de Montchalin, est-ce que vous excluez toute hausse d'impôts? Oui ou non? Alors, j'exclus. Et ça, pour le coup, c'est une très forte conviction. Parce que le compromis, c'est un enrichissement, c'est pas un affaiblissement. Non, mais d'accord. Mais pour enrichir le budget, moi, j'ai deux convictions et qui, je crois, résonnent avec ceux qui nous écoutent, les Français, et la plupart des partis politiques. C'est que il n'y a pas de solution, il n'y a pas de chemin qui consisterait à faire croire au pays et à nous faire croire et à nous mentir à nous-mêmes, qui consisterait donc à dire augmentons les impôts, ça va résoudre le problème. Donc vous excluez toute hausse d'impôts? J'exclus toute hausse d'impôts générale qui pèserait sur les classes moyennes de manière indifférenciée et qui nous amènerait à quoi? À penser qu'on peut en 2026 faire un petit miracle et qu'en 2027, vous voyez, ça, on va pouvoir s'en sortir. Bien. Nous avons devant nous, je vous l'ai dit, à arrêter d'augmenter la dette d'ici 2029. La stratégie qui consiste à augmenter les impôts, on a essayé. Nous, la France, en 2012, en 2013.
Ça s'est soldé par moins de croissance, par le ras-le-bol fiscal, et ça n'a pas fait baisser le déficit. Bien, mais donc on c'est ne pas peut ça... exclure une hausse d'impôts. Toute hausse d'impôts, c'est Yael Braun-Pivet qui dit cela, qui ne dit pas tout à fait la même chose que vous. Donc. Moi, ce mais que je dis, c'est qu'on ne va pas rentrer dans ce débat en disant, Non. vous savez quoi, c'est les impôts. Le débat, c'est quoi ? Bon. C'est comment on ralentit, comment on choisit notre dépense publique. Donc il va falloir Nous choisir, sommes le faire pays, des choix. Mais nous sommes le pays au monde qui a Donc, le plus de dépenses publiques au monde. Oui, mais Amélie de Montchalin, il y a dépenses et recettes. Tout à Il y a fait. deux volets. Alors, sur les recettes, hausse de la CSG, oui ou non? Je ne crois pas et je ne souhaite pas, en tout cas je vous le dis, je ne vois pas où est le compromis sur le sujet, je ne vois pas qui défendrait aujourd'hui une hausse généralisée des impôts pour tout le monde. La CSG, donc je rappelle pas que ça de hausse couvre. de la CSG. Je rappelle que la CSG, ça couvre et les salaires, Voilà. et l'épargne, Exact. et l'immobilier, Exact. et les retraites. Donc, je ne crois pas que la solution soit de dire à Français, vous savez quoi, on va augmenter les impôts pour tout le monde et ça va résoudre le problème. Et sur les retraités les plus aisés, la CSG des retraités les plus aisés? Mais sur ce sujet, c'est un sujet un peu différent. Oui. Puisqu'il y a des différences et des inégalités. Et là aussi, c'est un sujet de compromis. Moi, mon optique, Oui. ce que je prépare, ce que nous allons présenter au Premier ministre avec Éric Lombard, pour que justement nous alimentions les Ouais, arbitrages bien sûr. qui vont être les siens. C'est quoi? C'est un plan où nous choisissons, nous revoyons nos dépenses. Nous remettions nos dépenses en face de nos priorités. Vous savez, j'ai reçu tous mes collègues ministres. Ce sont tous des hommes et des femmes Alors, on va très parler des expérimentés. dépenses. Pardon, Amélie de Montchalin, je vais vous parler des dépenses, mais je vais terminer avec les recettes. Année blanche ou pas? L'année blanche, c'est quoi? Parce qu'on va expliquer aux Français. Oui. Les parlementaires qui sont d'accord avec la première partie de ma phrase, qui est de dire on ne va pas augmenter les impôts parce que ce n'est pas une Oui. solution qui marche, se disent au fond ce qu'il faut c'est qu'on ralentisse la dépense et on pourrait faire, au fond si je le dis avec mes mots, une année de pause. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait se dire en 2026, ça augmentera pas. Ça sera le même argent qu'en 2025, Oui. mais ça augmentera pas. C'est une idée que nous avons expertisée pour eux. On a regardé ce que ça voulait dire. Après, il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez faire une pause sur... Oui, c'est une bonne idée ou pas? Ça dépend sur quoi on l'applique. Est-ce que c'est sur les prestations sociales? Est-ce que c'est sur les barèmes des impôts? Est-ce que c'est sur les dotations aux collectivités? Est-ce que c'est sur les versements et les aides aux entreprises? Vous pouvez avoir... Cette année Bien de sûr. pause, elle doit être plus ou moins grande. Alors, est-ce que la pause va être en partie appliquée? Je pense que dans la situation où nous sommes, ralentir la dépense, c'est essentiel. Donc, Que y a une pause sur certaines dépenses. Et je pense qu'il y aura une pause sur certaines dépenses. Après, la question, c'est pas pause Oui. ou pas pause. C'est sur quoi? Donc, année blanche Comment sur certaines dépenses. Lesquelles, par exemple? Le Premier ministre les présentera. Pourquoi Oui, mais on écoute les groupes politiques? Jean-Jacques Lesquelles, Bourdin par exemple? Donc, il y aura une pause sur certaines dépenses, on est bien d'accord? Ça, je pense que tout le monde le sait. Bon. Parce que tout le monde voit bien qu'il y a des dépenses, d'abord, que nous ne pouvons Oui. plus nous permettre. Il y aura une pause, évidemment, voire il y aura un arrêt des dépenses que nous avons fait pendant la crise. La crise du Covid, la crise de l'inflation. Il n'y a plus de Covid, il n'y a plus d'inflation. Je peux vous faire, c'est un scoop. Je vais vous dire, oui, ces dépenses-là, on va les arrêter. Est-ce qu'il y aura, par exemple, une suppression de l'abattement de 10% dont bénéficient les retraités? Alors, ce sujet, revenons-y. C'est un sujet qui est dans le pays depuis des années. Oui, depuis des années. Depuis des années. Alors, soit, vous voyez, on fait l'autruche, on se dit, oh là là, c'est un sujet difficile, on n'en parle pas. Soit, et j'assume, c'est un débat qui est ouvert aujourd'hui. Et Il est ouvert toujours là? Mais il est toujours ouvert. Madame Braun-Pivet dit des choses ce matin, d'autres disent d'autres choses. Et moi, Oui. je suis très fière, c'est que depuis quelques semaines, nous avons un débat sur ce sujet qui est un débat rationnel. Vous y êtes favorable, Moi, vous-même? entre ne rien toucher, garder ce qu'on a, tout supprimer, il y a un intermédiaire qui peut être de réformer, d'ajuster. Et Donc moi, vous mon dites rôle... oui à la suppression de Non, cet abattement? c'est pas ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire. Vous savez, moi, mon optique, c'est quoi? Oui, Ce pays meurt des non-dits. oui. Des faits que quand c'est difficile comme débat, on préfère tourner autour. Moi, je pense qu'il vaut mieux que ça débatte. Je pense que sur ce sujet, on a eu beaucoup d'expressions très positives de gens qui étaient pour, qui étaient contre, qui voulaient la réforme. Et vous savez à la fin, que quel que soit le choix que nous fassions, le conserver, le supprimer, l'ajuster, nous ayons décidé collectivement. Bien. Et donc moi, là-dessus, ma conviction, c'est d'abord que, il faut qu'on ait le débat, il faut qu'on ait des arguments, il faut qu'on regarde le pour et le contre, et qu'entre tout garder comme aujourd'hui et tout supprimer, on peut ajuster, on peut réformer. L'abattement, il est aujourd'hui plafonné à 4 400 €. Il y a des gens qui vous disent... C'est un bon débat. Mais c'est pas à moi de le trancher, puisque, à nouveau, moi, je suis dans la position de la ministre du Budget qui a une conviction. C'est par les économies qu'on va y arriver, pas par des hausses d'impôts indifférenciées et massives, point 1. Et deuxième conviction, c'est par le compromis qu'on va y arriver. Et donc le sujet, c'est pas que moi je vous raconte ce que j'en pense personnellement. Bien sûr. Non, C'est mais que bien je sûr. sois avec Mais le gouvernement, Amélie avec de Éric Montchalin. Lombard et avec le Premier ministre, dans une phase de construction d'un Amélie de compromis. Montchalin,
vous venez de me dire, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Donc, il n'y aura pas de hausse de la TVA, si j'ai bien compris. Alors ça, je peux rassurer les Français. Aucune hausse de la TVA. Il y a un débat. Aucune TVA. Il y a première TVA, elle est à 2,1%. Puis 5,5, puis 10. Elle va jusqu'à 20. Aucune hausse. C'est intéressant ce débat. Il y a des parlementaires qui vous disent, vous savez, il y a des niches fiscales, il y a des taux réduits, est-ce qu'on peut ajuster? Ça, c'est un débat technique. Je ne pense pas que c'est le débat qui concerne les Français. Il y a un deuxième débat qui est celui du coût du travail. Oui. Pourquoi vous me parlez de TVA? Parce qu'il y a dans le sociale. débat depuis des années, là aussi, le sujet de dire est-ce qu'on veut faire payer le financement de la protection sociale aux travailleurs? Exactement. Ou est-ce qu'on le répartit autrement? TVA et certains disent TVA. Je peux vous dire ici très solennellement, la réforme, s'il y en a une, des partenaires sociaux qu'ils proposeraient pour baisser le coût du travail et financer autrement la protection sociale, ce n'est pas une réforme budgétaire. Bon. C'est une réforme pour le PIB, pour la production, pour le travail. Ça aura évidemment des bonnes conséquences pour le pays, parce que plus on travaille, plus ça fait des recettes, plus on a de la prospérité, plus ça résout le déficit. Mais ce n'est pas un projet budgétaire. Donc, rien sur la TVA dans votre projet. En tout cas, moi, budget. Ministre, aujourd'hui, devant vous, tout comme je vous ai dit que je ne cherche pas, et je ne souhaite pas, et je ne propose pas de hausse d'impôts indifférenciée, je ne souhaite pas, je ne propose pas, et je ne mets pas sur la table une hausse des taux de TVA. Parce que sinon, à nouveau, qu'est-ce qu'on dit aux Français? Ce qu'on doit faire, c'est nous regarder nous-mêmes et comment ça doit mieux marcher pour les Français. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre argent public? Est-ce qu'on veut telle priorité, telle autre? Comment on fait que ça marche mieux? Comment on révise notre organisation? Les opérateurs, les agences, c'est ça qu'on doit aussi revoir pour nous-mêmes. Bien sûr. Alors, parlons des économies à faire. Tous les ministres sont venus vous voir, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Et ça a grincé. Combien d'économies demandées au ministère? Entre 10 et 12 milliards, c'est vrai? C'est l'ordre de grandeur qui est le nôtre. Entre 10 et 12 milliards d'économies? C'est l'ordre de grandeur. Après, est-ce que c'est 7,5, 12,5? Ce sera là aussi tranché. D'abord, par le Premier ministre, et 2, par les débats parlementaires. Tous les ministères concernés, donc réduction, économie dans tous les ministères, sauf, si j'ai bien compris, défense, justice et intérieur. C'est pas comme ça qu'on a parlé. Ah bon? Mais c'est bien le cas quand même, non? D'abord, la discussion, elle est collective. Il n'y a pas les ministères qui gagnent et les ministères qui perdent. Il y a, est-ce que notre pays, aujourd'hui, est capable de se remettre en ordre? Vous savez, moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans un gouvernement d'hommes et femmes expérimentés, qui certains ont des idées pour contribuer à ce grand débat de 2027 qui arrive. Et il y a une chose dont on est collectivement certain, c'est que pour que 2027 existe, le débat de 2027 que les Français souhaitent existe, il ne peut pas être capturé ou sous la menace de la dette. Il nous faut donc maintenant, et c'est le dernier moment pour avoir du courage, remettre notre maison en ordre, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans les comptes, aussi mettre de l'ordre dans la rue. Et donc c'est un projet. Moi, la discussion que j'ai eue avec chacun de mes collègues, c'était une discussion franche sur comment on veut mieux servir les Français. Au fond, comment on fait des choix? Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui pour 2026? Et donc, il y a des endroits où on va mettre plus d'argent. Et en contrepartie, dans chaque ministère, il y a aussi des économies. Je vous donne un exemple. Bruno Retailleau, il assure la sécurité et c'est sa mission des Français. Il y a évidemment des sujets. Vous savez qu'on déploie par exemple des brigades de gendarmerie partout dans le pays. Ça fait de l'argent qu'il faut dépenser en plus. Mais c'est pas parce que vous faites ça qu'il n'y a pas dans le périmètre du ministère de l'Intérieur des économies, de l'efficacité, de la réorganisation à faire. Et donc le sujet, c'est pas, il y en a pour qui ça fait que monter, et il y en a pour qui ça fait que baisser. Dans tous les domaines, on a cette approche, et je crois que les Français comprennent, d'efficacité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'on finance? Bien, vous avez en priorité, évidemment, des économies à faire, notamment dans la fonction publique. Est-ce que le non-remplacement des fonctionnaires revient à l'ordre du jour, qui partent à la retraite? Vous savez, je vous dis ça parce que vous m'avez interrogé. D'année en année, le nombre de fonctionnaires augmente en France. Vous savez qui est-ce qui a le plus augmenté? Les policiers. Les AESH pour accompagner les élèves en situation de handicap. Les infirmières. Globalement, le nombre de fonctionnaires augmente en France d'année en année. Les fonctionnaires servent des missions. Mais je veux le rappeler. J'ai été mise à la fonction publique et vous m'avez d'ailleurs interrogé quand j'étais mise à la fonction publique. Je sais. J'ai une conviction sur le sujet. Soit on continue, comme ça a été le cas pendant quelques années, notamment liées aux crises, d'augmenter le nombre de fonctionnaires. On a une contrainte budgétaire. Ça a quoi comme conséquence? C'est que les fonctionnaires aujourd'hui en poste, on a beaucoup de mal à augmenter leur salaire, à les former, à rendre les métiers attractifs. Soit on a une autre option, qui est de dire on régule, on réduit, on ne recrute pas. Est-ce que vous allez réduire le nombre de fonctionnaires globalement? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, et je l'ai dit,
la tendance qui consiste à augmenter inexorablement le nombre de fonctionnaires, il est mauvais. C'est une tendance qui est mauvaise pour les fonctionnaires en poste aujourd'hui. Et c'est, du coup, ça affaiblit notre fonction publique parce que ça la paupérise. Et donc, je pense, et nous travaillons avec les ministres, pour partout où il y a des nécessités, je pense par exemple aux AESH, pour accompagner les élèves en situation de handicap. Je ne vais pas dire à Elisabeth Borne, écoute, tu as un plan de recrutement, chère Elisabeth, chers collègues, c'est pas une bonne idée, faisons 0. Inversement, je pense qu'il y a des endroits où il faut qu'on regarde par rapport à la démographie, par rapport aux besoins, par rapport à notre organisation. Vous savez que je travaille beaucoup sur les opérateurs et les agences. Pourquoi ? Parce que parfois, les agents publics eux-mêmes se rendent compte. Ils sont plusieurs à faire la même chose. Alors combien d'agences vont être supprimées ? Je l'ai dit, il y a un tiers des agences et des opérateurs, quand ils ne sont pas des universités... Ça va être représenté. Un tiers des agences vont être supprimées. Non. Un tiers des agences vont soit être fusionnées entre elles, soit revenir dans un ministère, soit parfois être supprimées. Bref, être réorganisées pour que ça serve mieux les Français. Combien d'économies ça représente, ça ? Ça représente 2 à 3 milliards d'euros sur 2 à 3 ans. Oui. Parce que c'est pas immédiat et parce que vous imaginez bien qu'on n'est pas là à faire des décisions arbitraires. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est des économies qui, pour moi, au-delà de l'enjeu budgétaire, c'est d'abord et avant tout un enjeu de service aux Français. Il faut que les Français comprennent comment ça marche et il faut qu'on puisse piloter les politiques publiques de manière efficace. Alors, autre économie, la sécurité sociale, il y a des économies à faire, là aussi. Hein, bien sûr. Économie budgétaire, je ne sais pas moi, durcissement de l'ALD, des conditions, non ? Affection de longue durée, affection de longue durée, lorsqu'il y a rémission... Catherine Vautrin... On n'aurait plus droit aux ALD. À Catherine Vautrin, avec qui on travaille, on dit qu'il y a des bizarreries dans notre système. Oui, il faut revoir ça. Vous avez des gens à qui on est suffisamment en rémission pour avoir un prêt bancaire, et c'est une bonne nouvelle, et inversement, la sécurité sociale, de l'autre côté, a d'autres règles. Oui. Il y a un sujet dont je veux parler à ce micro, parce qu'il concerne tous les Français, c'est les arrêts maladie. J'allais vous en parler. Qui ont augmenté. 3 jours de carence ou pas ? Alors, moi, je pense qu'il y a d'autres manières de faire. Oui, mais... Oui, on va venir sur les autres manières. On a eu le débat l'année dernière. Oui. Ce débat, vous savez, il n'a pas fait consensus, il n'a pas fait compromis. Et qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Où en est-on là-dessus ? Moi, je pense que sur les arrêts maladie, il y a énormément de choses à faire. 3 jours de carence, vous remettez le sujet sur la table ou pas ? Pas personnellement. C'est pas vous ? C'est pas la priorité que moi je mettrais sur la table sur ce sujet. Oui. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire collectivement. C'est qu'on remette de la responsabilité des personnes qui demandent des arrêts maladie de 40%. 40% en 5 ans. Je ne pense pas qu'ils soient 40% plus malades. Ça veut dire que soit il y a des questions de management et de conditions de travail, ça c'est aux employeurs de les traiter. Soit c'est qu'on a, au fond, des abus. Les abus, il faut les sanctionner. C'est-à-dire qu'il y a un abus. La délivrance de l'arrêt de travail à distance. Oui, c'est un débat que nous avons ouvert avec... Vous allez supprimer ça, interdire ça ? On a des gros doutes. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a des plateformes illégales. Moi, je pense qu'il faut que ce sujet, on l'ouvre et qu'on se demande si c'est vraiment une bonne idée d'avoir des arrêts maladie. Vous êtes prêt à l'interdire ? Moi, je suis prête à ce que ce sujet soit posé. Et là aussi, soit ça fait compromis, soit ça ne le fait pas. Soit on choisit ça, soit on choisit autre chose. Mais notre approche, c'est pas d'arriver avec des symboles et dire ça je coupe. C'est de dire, il y a des choses qui manifestement dérivent, augmentent. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Quand les arrêts maladie, vous voyez, en ce moment, ils ont augmenté de 7% en un an. La croissance économique, c'est pas 7%. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit vigilant avec nos ressources publiques, qu'on fasse des choix. Quand il y a des abus, on les combat. Quand il y a des besoins, on les soigne, on les accompagne. Et puis quand il y a des décisions à prendre, on les prend. Et c'est ça qu'on va faire. Et sur les arrêts maladie, comme sur d'autres choses, il faut qu'on soit lucide. Il y a des choses qui aujourd'hui se passent qui ne correspondent pas à ce que nous pouvons nous permettre. 3 questions pour terminer. Si vous pouvez me donner des réponses un peu courtes, Amélie de Montchalin. La première, c'est l'emploi à domicile. Le crédit d'impôt, parce que ça concerne énormément de gens, évidemment. Est-ce que vous allez limiter ce crédit d'impôt à certaines professions ou à certaines activités ? Donc, moi, j'ai une autre approche. C'est d'abord de dire, vous savez, ces niches fiscales, elles sont le symbole de quelque chose en France qui me semble pas complètement équilibré, c'est qu'on a des impôts très élevés, puis après on met plein de trous dedans, et puis en fait on comprend pas très bien comment ça marche. Le crédit d'impôt service à la personne, il est essentiel. Oui. Il marche pour les familles qui font garder leurs enfants. Il lutte contre le travail au noir. Il lutte contre le travail au noir, pour les familles qui font garder leurs enfants, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes dépendantes. Je pense qu'il ne faut pas y toucher. Ensuite, il y a des parlementaires qui disent, mais aussi la Cour des comptes, mais aussi un certain nombre d'observateurs et de parlementaires qui disent il y a des choses sur lesquelles peut-être qu'il faudrait qu'on, tout en nous protégeant du travail au noir, qu'on ajuste les taux, les plafonds.
Moi, ministre, je ne souhaite pas interdire le débat. Ce débat est posé. Par contre, j'ai une ligne rouge, c'est que garde d'enfants, personnes en situation de handicap et personnes âgées dépendantes, il ne faut pas y toucher. Parce que ça fonctionne. Et les autres crédits d'impôt, c'est dans le débat. Parfois les supprimer, c'est dans le débat. Bon, deux questions encore. Avant-dernière question. J'ai vu cette proposition de parlementaires pour encourager la location longue durée. Je ne sais pas si vous avez vu ces propositions. Si vous les avez vues, ça a été soumis à Bercy, je le sais. Par exemple, exclusion de l'IFI pour des biens en location de longue durée. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'on travaille sur le logement. Oui. Le logement, c'est la première préoccupation des Français. Oui, mais là, ils sont précis. Je souhaite d'abord qu'on chiffre. Il faut qu'on regarde les choses, parce qu'il y a un chiffrage. On va expertiser. Là aussi, il faut qu'on le mette dans le débat. Et il faut qu'on comprenne, est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce que c'est les bons arbitrages ? Que ce soit une priorité, c'est sûr. Est-ce que c'est les bonnes mesures ? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut le faire ? Est-ce qu'il y a un compromis sur ce sujet ? Un coup de pouce fiscal pour ceux qui louent leur logement sur la durée, ça vous paraît comment ? C'est une bonne idée ou pas ? Il y a déjà des coups de pouce. Oui. Il y a déjà des abattements. La question, c'est... Les coups de pouce ne sont pas très efficaces parce que tout le monde loue un Airbnb et en meublé. On a fait une réforme sur le sujet déjà l'année dernière. Moi, je souhaite que ça soit expertisé. C'est dans le débat là aussi. Moi, ce que je cherche juste, c'est qu'on ait des décisions qui soient viables économiquement et efficaces pour le logement. C'est ça que je cherche. Bien. Sur les retraites, je termine. Il y aura un projet de loi, donc, si j'ai bien compris, le Premier ministre. Il y a un PLFSS, c'est un projet de loi sur la sécurité sociale qui peut inclure une partie... Comme tous les ans, d'ailleurs, des décisions sur les retraites. Il faudra que François Bayrou s'explique un peu mieux. Est-ce que dans l'objectif du gouvernement, il y a une part de capitalisation ? Alors, je pense que c'est une réflexion que nous avons tous. C'est dans le débat aussi. Le gouvernement y réfléchit. Est-ce que le gouvernement y réfléchit ? Nous réfléchissons à la manière potentiellement de le faire. À court terme, je ne crois pas que pour 2026, ça soit honnêtement faisable. Peut-être pas pour 2026, mais vous y réfléchissez. Ce qui est sûr, c'est que mieux investir dans l'économie, permettre aux retraités d'avoir un complément de revenu. Vous savez, on a déjà le plan épargne retraite, le PER. Vous êtes favorable ? Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, député, quand j'étais venu vous voir en 2018, je portais un projet qui s'appelait avec d'autres collègues le plan d'épargne retraite, le PER. C'est pour ça que je vous pose la question. Et le PER, c'est le début de la capitalisation. Et ça marche très bien. Donc vous y êtes favorable ? Je suis favorable à ce que les retraités gagnent bien leur vie, qu'ils investissent dans l'économie française et productive. Donc une part de capitalisation. Et donc, un jour, je pense que nous y arriverons. Est-ce que c'est maintenant le débat de 2025-2026 ? Je ne sais pas si on est prêt. Est-ce que c'est un débat pour la présidentielle ? J'observe que beaucoup de candidats veulent en faire un débat. Donc on va en parler aujourd'hui et demain. Mais je voudrais terminer. Vous voyez, au fond, on a une ligne de partage dans ces débats. Il y a ceux qui veulent que la France gagne, et puis il y a ceux qui veulent que la France perde pour qu'eux, ils gagnent. Et ce clivage-là, c'est pas la gauche et la droite. C'est le compromis qu'on essaie de bâtir pour que sur tous les sujets sur lesquels vous venez me poser des questions, comme je disais, exigeantes, eh bien, nous puissions faire la part des choses entre ce qui fait gagner la France, ce qui accompagne les Français, ce qui les protège, ce qui leur donne un cap, et inversement, que nous tournions le dos résolument à ceux, au fond, qui cherchent le chaos, le désordre, qui veulent que la France, elle perde parce qu'ils pensent qu'eux, ensuite, ils gagneront. C'est ça que je combats, et voilà la boussole, en tout cas, que je vais continuer à suivre, parce que je pense que c'est un chemin que les Français, je crois, comprennent. Merci Amélie de Montchalin d'être venue nous voir ce matin, et merci pour cette intervention. Il est 9h, vous êtes sur Sud Radio.